Bonsoir à tous, bienvenue pour ce webinaire durant lequel nous allons commenter la publication des résultats 2024. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, ce webinaire est un webinaire plus orienté sur les investisseurs institutionnels. Nous recommençons l'exercice vers 18 h pour les actionnaires individuels. Durant ce webinaire, vous avez également une traduction, un webinaire parallèle avec une traduction simultanée par Neil. Neil qui est un humain, qui n'est pas une intelligence artificielle et qui s'efforcera de bien traduire nos propos. Commençons par les effectifs du groupe avec 821 personnes que nous saluons. Un effectif qui continue à croître légèrement cette année, d'autant plus que parmi cette croissance ou à l'intérieur de cette petite croissance dans l'effectif, il y a 7 personnes qui viennent de l'acquisition que nous avons faite en 2024, puisque nous avons acheté, vous le savez, cette société Alto Metering qui embauche 7 personnes. En tout cas, nos filiales ont pris la décision manifestement de ne pas réduire leurs effectifs, mais au contraire continuer à s'organiser, se structurer pour être prêts à affronter ou en tout cas profiter de la reprise qui arrivera forcément à un moment. L'effet marquant de cette année 2024. Alors tout d'abord, vous le savez, on a été fortement impacté par les atermoiements de MaPrimeRénov', cette prime gouvernementale qui a beaucoup changé en termes d'allocation, de montant, de règles, et ce qui nous a valu beaucoup de perturbations, et notamment sur notre société Thermador, qui est un acteur majeur des équipements de pompes à chaleur et des panneaux solaires thermiques. Donc le fait que cette aide d'État MaPrimeRénov' ait beaucoup changé, ça a fortement pénalisé Thermador qui a baissé son chiffre d'affaires de 32%. Donc pour la première filiale du groupe en chiffre d'affaires, c'est sûr que ça, c'est très impactant. Alors pour autant, il faut relativiser les choses. Le marché en France a baissé d'une manière très forte sur les pompes à chaleur, environ 40%. Mais on retrouve des chiffres assez similaires en Allemagne, en Italie. En ce qui concerne les panneaux solaires thermiques, de la même façon, ces baisses se sont vues en France, mais dans d'autres pays européens. En France, c'est de l'ordre de 25%. Le logement neuf, là aussi, un contexte particulièrement difficile, puisque nous avons, je pense, touché le fond en 2024 en nombre de logements mis en chantier. 263 000, c'est le chiffre le plus bas depuis 1993. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans un cycle extrêmement bas et dans une crise profonde du bâtiment. Et ça a particulièrement impacté deux de nos filiales qui sont les plus exposées, PB Tube et Thermacome. Quand on regarde, on fait la somme des chiffres de ces deux filiales, en moyenne, ces deux filiales ont perdu 22,8% de chiffre d'affaires. DPI, une société qui est particulièrement orientée sur les clients des travaux publics. Alors les travaux publics, ce n'est pas à l'intérieur du bâtiment, c'est à l'extérieur. Il y a quand même un impact du logement neuf sur les travaux publics et on le sent quand même avec cette activité de DPI qui baisse depuis 2 ans. Chiffre d'affaires qui a été pénalisé à la fois par les volumes de l'ordre de 11% de baisse et par les prix qui ont baissé là aussi d'un petit peu plus de 10%. Baisse de la matière première, baisse des prix de DPI. Une année record en pluviométrie, malheureusement, je dirais, ou heureusement pour les nappes phréatiques, ça fait partie des 10 années les plus pluvieuses depuis 1900. Donc on est vraiment sur une pluviométrie exceptionnelle et un impact en chiffre d'affaires pour le groupe de 6,5 millions d'euros environ sur deux de nos filiales, Jetly, dans le canal professionnel et Audrea dans le canal grand public sur les activités d'arrosage. L'impact prix est modéré, environ 2,6% négatif, donc encore une petite baisse de prix en moyenne dans le groupe Thermador en 2024. Et enfin, quelques éléments concernant la croissance externe, une opération, j'en ai parlé tout à l'heure, au travers de l'acquisition de la société Alto Metering en 2024, société spécialisée dans le comptage et les solutions de télérelève. Une petite acquisition aussi en Belgique avec un fonds de commerce qui s'appelle Vena Contracta, acquisition qui a été faite par Sodeco.
et un projet d'acquisition au travers d'une société qui s'appelle C2AI, Société de la région lyonnaise, spécialisée dans des équipements industriels de mesure, tout particulièrement, ou même de la vanne motorisée, tout particulièrement orientés sur des industriels du froid en France. Alors cette acquisition C2AI, c'est encore un projet, mais un projet sur lequel on est très confiant. Le sous-jacent tout de même positif de cette année 2024, c'est l'activité industrielle qui a globalement bien résisté, voire s'est développée grâce à des gains par le marché. Quand on regarde le chiffre d'affaires partagé sur les grands canaux de distribution, à la fois grand public et professionnel, nous voyons que l'impact à la baisse est à peu près similaire sur ces deux grands canaux que nous avons dans le groupe, avec un poids sur le canal grand public de 18% en 2024. Un regard sur 10 ans du chiffre d'affaires. On voit qu'en 2024, le chiffre d'affaires est légèrement supérieur à celui de 2021, avec un net repli par rapport à 2023 et 2022. Et sur le résultat net consolidé, en revanche, un résultat net consolidé inférieur au résultat net de 2021, encore supérieur à 2020. Donc on voit quand même une forte baisse du résultat net. Patricia l'expliquera tout à l'heure. Quand on regarde la tendance par trimestre, on voit effectivement que nous sommes depuis 7 trimestres négatifs. Et vous voyez, le dernier trimestre est quand même nettement négatif, moins 11,3. J'en parlerai tout à l'heure, mais ce qui ne laisse pas augurer un premier trimestre 2025 positif. Un regard sur les volumes et l'impact prix sur 4 ans. Donc, sur ce graphe, vous voyez en bleu clair le développement du chiffre d'affaires ou son repli. En orange, l'impact des prix, à la hausse ou à la baisse, inflation ou déflation. Et en bleu marine, le volume. Et vous voyez qu'en 2021, nous avions fait une croissance de 16,8% de volume. Depuis 3 ans, 22, 23, 24, sur 3 ans cumulés, nous avons perdu 21% de volume. Donc on a perdu plus de volume en 3 ans qu'on en avait gagné en 2021. Donc une baisse quand même significative du marché et du volume dans le groupe Thermador, de manière générale. Patricia, est-ce que tu peux nous parler de la rentabilité, s'il te plaît? Alors, pas que. Pas que. Bah oui. Bon, on va commencer par la rentabilité. Parce que pour arriver à la rentabilité, il faut que je vous détaille un peu le niveau des charges, puisque effectivement, on a une baisse d'activité, baisse de volume et baisse de prix. Mécaniquement, pour pouvoir en fait maintenir notre rentabilité, le poste essentiel, c'était les charges à travailler. Donc, dans nos charges, c'est le message que nous avions passé. Nous avions réparti, en fait, va donner cette indication avec 75% de frais fixes et 25% de frais variables. Donc, mécaniquement, il y a 75% de frais fixes. On a pu travailler certaines lignes, mais pas autant que nous voulions. Donc sur les 25% de frais variables, ça comprend, le premier poste, ça a été les charges de personnel. Donc les charges de personnel, comme l'a dit Guillaume, nous avons une augmentation de l'effectif. Les salaires ont augmenté de l'ordre de 2,9% en 2024. Donc, si vous regardez, effectivement, sur la partie charge de personnel, l'élément, la variable finalement qui a fait qu'on a pris en compte notre niveau de résultat, ça a été les primes en fait, distribuées à nos salariés qui sont fonction du résultat opérationnel. Donc, nous avons une baisse en fait, de ces primes versées à nos salariés. Donc, ça explique pourquoi, si vous prenez en fait, la ligne charge de personnel, vous verrez une baisse en valeur absolue. Donc ça, c'est le premier poste. Le deuxième poste, c'est le transport sur vente. Ça aussi, c'est un poste qui est en fonction de notre activité et des volumes transportés. Donc ça, nous avons fait des économies sur ce poste-là de 0,9 millions. Donc c'est l'effet à la fois de la baisse des volumes, mais aussi d'une bonne négociation des prix sur 2024. Ensuite, dans les autres frais, nous avons fait qui sont variables, puisque ça dépend, on va dire semi-variables, parce que c'est les frais d'énergie. Donc ça, effectivement, c'est un peu le nombre d'heures travaillées, etc. Mais il n'empêche que sur l'année 2024, nous avons continué en fait nos baisses d'énergie. Donc ça, c'est tout en lien avec le développement des panneaux photovoltaïques, des trackers qui sont installés dans nos différentes filiales. Et ça, on continue en fait ces baisses-là. Donc ça, c'est pour la partie, l'évolution de nos frais. Sur la partie marge, on a eu une bonne défense de notre niveau de marge commerciale. Que ce soit dans le négoce professionnel et dans le négoce grand public, sur les deux types de canaux de distribution.
Et ça nous donne en fait un résultat opérationnel qui représente 11,9% de notre chiffre d'affaires, donc en baisse par rapport à 2023. Mais effectivement, voilà, l'élément important, c'est la part des charges fixes dans nos postes de frais. Nous allons passer sur la diapositive suivante qui nous donne en fait le résultat opérationnel, la variation du résultat opérationnel et la variation du résultat net. Il est important de nous signaler que notre résultat opérationnel a baissé plus fortement, de l'ordre de moins 25,6% comparé à la baisse de notre résultat net. Pourquoi ? Parce que il y a deux éléments à mettre en exergue. C'est le fait que nous avons eu un résultat financier important, enfin 1,5 million que nous avons en fait généré de produits financiers, donc les résultats du placement de notre trésorerie. Et l'autre élément, ça concerne le taux d'impôt, parce que notre taux d'impôt a baissé en 2024 versus 2023. Donc on est à 26,1% contre 26,9% en 2023. Et le taux de 2023, c'est celui-là qui en fait qui avait été fortement impacté par l'arrêt de l'activation des déficits reportables. Donc nous revenons à 26,1% sur un niveau plus normatif. Pour rappel, l'essentiel de nos impôts sont payés à un taux de 25%. Donc l'écart, c'est des différences temporaires ou autres. Je vais passer ensuite sur la diapositive suivante qui met en évidence nos indicateurs financiers, les indicateurs financiers qui sont à la fois pilotés au niveau du groupe consolidé, mais aussi au niveau de nos filiales. Donc nous avons le résultat opérationnel sur le chiffre d'affaires qui, comme je l'ai déjà mentionné, est à 11,9% de notre chiffre d'affaires qui est en baisse, et c'est un niveau que nous n'avons pas atteint sur les 10 dernières années. Donc effectivement, on voit que l'impact volume et l'impact baisse de prix impactent fortement notre niveau de résultat. Et sur le retour sur les capitaux employés, il baisse également ce taux-là, et il est en lien avec le résultat opérationnel. Et donc mécaniquement, nous n'avons pas finalement suffisamment généré de trésorerie, pourtant nous en avons généré beaucoup pour pouvoir compenser la baisse de notre résultat opérationnel. Je vais passer ensuite sur des éléments qui montrent la structure financière du groupe, qui montrent que quelque part nous avons travaillé les postes sur lesquels en fait, nous avions à travailler pour générer du résultat et puis pour asseoir la solidité du groupe. Donc la partie stock, puisque la partie stock en valeur absolue elle a baissé de 4 millions. On a eu des baisses de prix d'achat, ça c'est déjà un premier élément. Nous avons bénéficié d'un taux dollar qui était plus favorable en 2024. Pour rappel, nous payons 30% de nos achats en dollars. Et l'autre élément, c'est la couverture, donc le stock en nombre de jours d'achat consommés, puisque celui-là a augmenté, donc 213 jours contre 187 jours l'année dernière. Donc on peut se dire que finalement, nos filiales ont trop acheté. On continue d'être confiant dans la reprise, dans une reprise. Donc finalement, il y a eu des commandes de passé, il y a toujours des nouveaux produits qui sont créés. Et tout ça, mécaniquement, a eu un impact avec le montant donc, des marchandises qui sont sur bateau, qui a augmenté en fait en fin décembre 2024, puisque nous avions 24 millions donc, de marchandises sur les bateaux en provenance d'Asie, contre 11 millions l'année dernière. Donc ça, c'est un impact sur nos stocks directs de l'ordre de 13 millions. Si nous n'avions pas eu ça, nous aurions affiché une valeur de 174 millions en valeur de stock. L'autre élément à prendre en compte sur la valeur des stocks, je pense que c'était tout. Je vous ai cité les 213 jours et les marchandises sur les bateaux. Donc ça, voilà. Et ça concerne à la fois le négoce professionnel et le négoce la partie grand public. On a eu une question récemment sur les délais des conteneurs. Les délais des conteneurs ont tendance effectivement à être très longs. En faisant le contour de l'Afrique, on avait à peu près 50 jours, on est maintenant passé couramment sur 70 jours, 20 jours de plus. Il y a un autre élément, c'est aussi le point que je voulais souligner, c'est que chaque année, à fin décembre, on anticipe le nouvel an chinois. Et ça a été aussi anticipé voilà, et ça explique pourquoi on a autant de marchandises sur les bateaux à la clôture de l'exercice. Mais c'est tout, en fait, c'est aussi, nous voulons maintenir un taux de qualité, taux de service
donc de livraison à nos clients. Et pour cela, nous anticipons et nous portons le stock et nous finançons le stock par anticipation. Je vais passer ensuite sur la partie trésorerie. Donc, comme je vous l'ai dit, on a un niveau de trésorerie qui est record, nous sommes à plus de 63 millions. C'est la résultante d'une bonne gestion, puisque effectivement c'est une rémunération pour nos filiales, puisque nous rémunérons la trésorerie. Donc ça, c'est l'élément important. On a beaucoup travaillé sur les optimisations de notre besoin en fonds de roulement, en surveillant nos encaissements de créances clients, avec des efforts qui ont été faits sur la partie grand public, puisque Audrea, qui avait été la fusion de 2 sociétés sur un même système d'information en 2022-2023, ils ont été un petit peu challengés sur les relances clients. Et ça, on voit finalement, à travers ce chiffre-là de 2024, un retour à la normale dans le traitement des créances clients. Donc ça, c'est sur la partie trésorerie, donc 63 millions qui sont placés forcément, et donc qui nous permet d'avoir un résultat financier, comme je le disais, de 1,5 million. Ensuite, sur la partie emprunt et dette financière, donc nous sommes sur un montant de 30 millions. Donc si on regarde, on est en dette nette positive. Les 30 millions sont le reflet de nos emprunts classiques. Nous n'avons pas contracté de nouveaux emprunts puisque les acquisitions que nous avons financées, donc Alto Metering, Vena Contracta, ont été financées sur fonds propres. Et nous avons encore 5 prêts qui suivent leur échéancier classique. Et nous n'avons pas décidé de rembourser par anticipation, compte tenu des taux d'intérêt que nous avions négociés. Et le dernier indicateur qui est donc le montant des capitaux propres après affectation du résultat. Donc là, nous sommes sur un montant à 363 millions. Donc il reflète de la solidité de notre structure financière. Je vais passer ensuite sur l'état de flux de trésorerie, puisque c'est aussi important de voir comment nous avons pu générer cette trésorerie tout au long de l'année. Nous avions communiqué tout au long de l'année comme quoi elle était vraiment à un niveau intéressant. Si on prend les différents éléments, donc vous avez la capacité d'autofinancement qui nous permet donc de générer un 55 millions. Une bonne gestion de notre besoin en fonds de roulement nous a permis à nouveau de générer de la trésorerie. Donc ça, c'est à la fois les clients, les dettes, fournisseurs. Donc ça, ce sont dans nos filiales où cette gestion est faite de façon méticuleuse. Les investissements, donc nous avons eu 4 millions d'investissements au titre de l'année 2024, plus en fait 5 millions 100 que nous avons payés, qui sont des investissements de 2023 que nous avons payés en 2024. Le flux net donc, lié aux opérations de variation de périmètre, donc ça c'est la résultante des prix payés pour Alto Metering et puis une acquisition d'un bâtiment qui s'est fait sous couvert de l'acquisition d'une société. Et donc moins les trésoreries apportées par Alto Metering et cette structure. Ensuite, donc, ça nous donne un montant de cash flow libre à hauteur de 60 millions. Et ensuite, ces 60 millions, donc avec ces 60 millions, nous avons payé nos dividendes, remboursé nos emprunts et également acheté des actions propres à hauteur de 2,3 millions, ce qui fait qu'à la fin décembre, nous avons plus de 30 000 actions détenues en propre. La diapositive suivante va vous montrer les investissements. Donc, c'est pour vous montrer en fait l'évolution. Donc, effectivement, 2024 est une année qui ressort un peu. On reverra en fait le 2017, on avait un peu le même phénomène. On avait en fait l'ensemble de nos filiales et même Thermador Group, nous avions un certain nombre de projets d'investissement. Et donc, nous avions annoncé 9,3 millions d'investissements en début 2024 qui ont été revus à la baisse. Non pas que c'est des projets qui ont été abandonnés, mais des projets qui sont reportés. Et on les retrouve en 2025, notamment pour une société comme Sferaco qui a continué de travailler sur l'optimisation de sa logistique et qui donc aura un investissement important en 2025. Donc voilà, donc vous avez en bleu la partie investissement immobilier et en orange la partie investissement global. Donc ça fait partie des indicateurs que nous regardons également et que nous suivons puisque ça peut être des dépenses de trésor, des dépenses. Donc je vais passer la main ensuite à Guillaume pour la partie développement durable. Alors, quelques mots sur le développement durable en commençant par le social. 77% de taux de satisfaction sur notre grande enquête sur la qualité de vie et des conditions de travail que nous faisons tous les 3 ans.
Donc une satisfaction qui est légèrement en augmentation, c'est un bon score avec pour chacune des filiales des sujets qui restent à travailler, bien évidemment, et une volonté pour les équipes de direction de continuer à améliorer les conditions de travail dans le groupe. Un chiffre qui est moins bon, c'est le taux d'absentéisme qui continue à augmenter. Alors, nous ne sommes pas les seuls en France à subir cette augmentation d'absentéisme. Pour autant, nous ne nous décourageons pas et nous essayons par tous les moyens de maintenir ce taux, voire le réduire dans les années qui viennent, en améliorant les conditions de travail et en étant proche de nos équipes pour bien faire en sorte que tout le monde soit au maximum présent dans l'entreprise. 33% de femmes présentes au niveau des instances dirigeantes opérationnelles du groupe, que ce soit sur le comité exécutif ou sur l'ensemble des mandataires sociaux. Pour mémoire, au niveau du conseil d'administration, nous sommes déjà à 45,5% de femmes. Donc c'est une bonne trajectoire. Vous savez qu'on a l'objectif d'arriver jusqu'à 40%, ce qui est un objectif qui est difficile du fait des acquisitions, parce qu'à chaque fois qu'on fait une acquisition et que la société acquise est dirigée par un homme, forcément, ça amène un côté masculin sur ce taux. 109,3%, c'est le taux d'atteinte moyen de nos 19 objectifs de développement durable, qui concernent à la fois le social, la gouvernance, l'environnement et le sociétal. Donc on est satisfait d'être toujours dans la trajectoire qu'on s'est fixée jusqu'à 2030 sur ces 19 objectifs prioritaires. D'ailleurs, entre parenthèses, ces 19 objectifs prioritaires, même s'ils peuvent être un petit peu revus l'année prochaine pour mieux s'adapter à la nouvelle réglementation CSRD, ne sont pas du tout remis en cause. Et avant d'être soumis à cette réglementation, nous avions bien identifié des éléments qu'on considère et qui sont matériels pour le groupe Thermador. Notre empreinte carbone est portée à 95,6% par nos produits. C'est une confirmation, mais on le répète, on est une société de distribution. Et donc, ce sont nos produits qui représentent la grosse part de notre empreinte carbone. Sachant que le référentiel a changé cette année, nous avons choisi un référentiel plus exigeant, plus proche de la réalité, de manière à être dans l'exposé de nos émissions de carbone plus proche de la réalité, à 324 kilotonnes d'équivalent CO2. Alors, cette empreinte, ce montant de carbone en valeur absolue diminue en 2024, un petit peu plus vite que la baisse de volume, ce qui est encourageant. 84 pages, c'est le nombre de pages qu'il nous a fallu pour faire un état de durabilité conforme à la nouvelle réglementation CSRD et validé par notre commissaire aux comptes en charge de la durabilité. Donc, il a été validé sans réserve. Donc, c'est un gros travail qui a été fourni par nos équipes à la fois filiales et holding. Bravo à elles. Et enfin, un montant, 830 000 €, c'est le montant dépensé en salaire et en prestations, à la fois pour faire des travaux sur cette thématique du développement durable, mais également pour organiser le reporting. Les perspectives. 2025, on va parler des perspectives court terme. Alors, vous l'avez vu, le logement neuf, on va le voir juste après. J'en parlerai. Le logement neuf donne des petites perspectives positives, mais j'en parlerai avec le graphique, ce sera plus simple. Simplement pour mémoire, je voulais vous rappeler que la France a l'objectif et ça c'est pour passer sur ma prime rénov et la rénovation énergétique, donc c'est la deuxième thématique de ces perspectives. La France a pour objectif de rénover toutes ses passoires thermiques. Nous avons en France 5,8 millions de logements qui sont considérés comme des passoires thermiques. Et nous avons en 2024 réalisé, ça ce sont les chiffres de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, 340 000 rénovations énergétiques. Donc ça veut simplement dire qu'on en a pour 17 ans si on veut rénover tout le parc immobilier français et passer toutes ces passoires thermiques en logements habitables, on va dire. Les budgets MaPrimeRénov' ont été réduits d'une manière importante en 2025, puisqu'on estime qu'ils passeraient de un peu plus de 3 milliards, 3 milliards, 3 milliards 4,
à 2 milliards, 2 milliards 4 en 2025. Donc, pour des questions budgétaires, ces allocations MaPrimeRénov' vont baisser. Les données de marché, j'en parlerai avec les chiffres de Coedis et d'Inoa, on verra sur les diapositives. Et sur l'industrie, je parlerai également avec les diapositives des indices PMI. En ce qui concerne le cycle de l'eau, nous restons à long terme extrêmement optimistes sur le marché des équipements vendus par le groupe Thermador, tout simplement parce que l'eau va devenir de plus en plus rare. Alors, on a eu tendance à l'oublier en 2024, mais je pense que ça va vite revenir comme un sujet d'actualité. D'une part, l'eau est rare et d'autre part, l'eau est de plus en plus chère à dépolluer. Et donc pour ces raisons-là, nous pensons que nos matériels qui sont destinés à économiser l'eau ont un bel avenir de développement. À l'international, nous avons un projet de développement via une acquisition. Lors de la dernière lettre aux actionnaires, on parlait de 3 projets en tout. Un a été dévoilé, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de Zaïre, ce n'est pas de l'international, c'est de la France. Nous avions 2 autres projets en étude à l'international. Il n'en reste plus qu'un, puisqu'un des 2 a été pour l'instant abandonné. Et donc sur ce projet qui nous reste à l'international, pour une société qui fait un chiffre d'affaires de 14 millions environ, nous sommes très confiants sur notre capacité à aboutir sur ce projet. Et enfin sur l'effet prix en 2025, nous considérons que l'effet prix sera quasiment nul en 2025. Mais nous ne manquons pas de revenir vers vous à la fin du premier trimestre pour vous donner des indications plus précises. Alors, le logement neuf, ça c'est la courbe qui fait, entre guillemets, plaisir, dans le sens où on a l'impression qu'on a, on voit sur cette courbe orange, enfin touché le fond en ce qui concerne la mise en chantier de logements neufs. Puisque vous voyez, depuis 2 mois maintenant, on sent cette courbe, on voit cette courbe remonter légèrement. Ce qui pourrait favoriser nos filiales comme PVTube et Thermacome dans 6 mois, 8 mois, et également toutes les filiales du groupe qui sont orientées sur le bâtiment. Les statistiques de Coedis, donc ça ce sont les statistiques 2024 de Coedis. Coedis regroupe tous les grossistes sanitaires chauffage en France. Et vous voyez qu'on est sur une tendance extrêmement négative depuis plusieurs mois. On a eu les chiffres fin de semaine dernière sur le mois de janvier. On reste légèrement négatif à moins 3,4%. Donc une tendance qui s'améliore mais qui reste pour le moment négative. Inoa regroupe tous les fournisseurs des grandes surfaces de bricolage. Donc c'est quand même un indicateur grand public pour nous qui est extrêmement intéressant. Et là aussi, vous voyez que les perspectives, en tout cas, l'année 2024 a été très négative et nous ne voyons pas pour le moment de perspectives positives sur les prochains mois. Les 2 courbes qui suivent représentent les indicateurs de l'industrie manufacturière en France et en Europe. Alors vous voyez que ces indicateurs sont pour le moment extrêmement négatifs. Ça, c'était fin décembre 2024, avec des indicateurs très nettement en dessous de 50. La bonne nouvelle, c'est qu'on a vu au mois de janvier ces indicateurs se redresser d'une manière significative, en espérant que ce redressement soit confirmé sur les chiffres qu'on va recevoir aujourd'hui ou demain concernant le mois de février. Pour autant, et même si c'est pour nous un véritable défi, on conserve nos objectifs à 10 ans qui consistent en intégrant tous nos leviers de croissance possibles à trouver une croissance en moyenne de 7% par an, même si vous le voyez qu'en une année, finalement, on a consommé toute l'avance qu'on avait eue sur ces 4 dernières années. Patricia, tu nous parles du capital ? Donc, effectivement, au niveau de capital, nous avons eu quelques évolutions importantes. Donc déjà, la première, c'est donc nous avons eu le décès en fait, de Guy Vincent, notre fondateur, qui en fait est décédé le 19 avril. Il détenait 5,3% du capital. Et donc à la suite de cela, il y a eu donc, mais c'était une communication que nous avons faite au début septembre, la constitution d'un pacte du trail dans le cadre de ce pacte. Nous avons un certain nombre, donc les deux fondateurs qui sont dans ce pacte, et puis l'indivision, donc les enfants et les petits-enfants de M. Vincent.
qui en fait sont également dans ce pacte et qui représentent 3% du capital. Et 12 jours dans ce pacte, nous avions Norman Rentrop, donc, qui est notre actionnaire allemand, qui représentait, parce qu'on va utiliser l'imparfait, qui représentait donc le Family Office Investment Gesellschaft für langfristige Investoren. Donc c'était un family office dans lequel il y avait 9,3% du capital qui était en fait logé. Norman Rentrop a pris la décision de sortir, en fait, de fermer ce fonds et il y a eu un transfert ou un rachat donc, de ses actions. Maintenant, il détient les actions de Thermador Group en propre, donc personne physique. Voilà. Ces deux éléments font que nous avons maintenant 48,3% de nos actions, enfin notre capital qui est détenu par des actionnaires individuels, comparé aux 41,7% pour les investisseurs institutionnels. Donc c'est essentiellement les 9% donc de Norman Rentrop qui sont passés d'investisseurs institutionnels à actionnaires individuels. Donc nous avons ce pacte du travail qui fait qu'il y a une certaine stabilité sur à peu près 25% de notre capital, puisque le pacte du trail comprend une détention de 2 ans. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui vous seront présentés dans le DU, et c'est important pour nous parce que nous avions, il y avait des mouvements importants, donc on voulait vous les porter à connaissance. Et l'autre élément, c'est les actionnaires individuels, puisque nous avons maintenu le nombre d'actionnaires individuels à 10 147. Si on retraduit derrière en termes de liquidité, donc de volume de transactions sur le titre Thermador Group, donc je vais passer à la diapositive suivante. Et donc par rapport à, si on prend les chiffres, donc nous sommes sur 1,87 en millions de titres. Comparé à l'année dernière 2023, il y a une légère baisse, mais on peut dire que c'est quand même une belle performance compte tenu en fait de l'année boursière dans son ensemble. Nous allons passer maintenant à la présentation des résolutions donc, qui seront soumises à l'Assemblée générale donc, du 7 avril 2025. Donc, il y a un certain nombre de résolutions qui concernent les statuts. Donc, vous avez un grand nombre de résolutions cette année. Nous sommes dans le cadre d'une Assemblée générale mixte. Donc, nous proposons donc, déjà la distribution, donc l'affectation de notre résultat avec un dividende à 2,08. Donc ça fait partie, c'est la 3e résolution. Donc après approuver les comptes, donc, nous allons distribuer donc, le résultat. L'autre résolution que nous souhaitions porter à connaissance, ça concerne la candidature de Xavier Isaac. Nous avons un process, donc tous les 4 ans, nous désignons le directeur général délégué qui, en cas d'indisponibilité soudaine du président directeur général, donc, prendra la suite. Et donc tout cela passe par un vote et dont les membres du comité exécutif en fait, désignent en fait, ce candidat et c'est approuvé après par le conseil d'administration. Et donc la candidature de Xavier Isaac, qui est le dirigeant de notre filiale sectorielle qui agit sur l'industrie, marché de l'industrie essentiellement. Et donc sa candidature est proposée au poste d'administrateur. Donc ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, ça sera si cette résolution était votée, ça serait donc la désignation par le conseil d'administration de Xavier Isaac comme directeur général délégué. Donc, dans les autres résolutions, nous avons donc 2 résolutions qui concernent un plan d'attribution d'actions de performance, donc au profit des salariés et des dirigeants. Donc 2 résolutions, une pour les salariés, une pour les dirigeants. On parle d'actions de performance. Pour rappel, en 2023, donc, à notre Assemblée générale du 2 avril 2024, nous avions proposé au vote, et ces 2 résolutions avaient été votées. Donc, il y avait donc, des plans, donc, nous avions 2 résolutions pour des plans d'action, donc d'actions de performance. À l'époque, c'était plutôt gratuite, mais pas vraiment gratuite. Donc voilà, donc, nous avons tenu compte des retours des salariés, des retours des investisseurs, et ce qui nous amène en fait à proposer ces 2 nouvelles résolutions qui encadrent le nombre d'actions, qui parlent d'actions de performance, donc 100% sont liés à des objectifs, et il y a une délégation qui est demandée pour être donnée à notre conseil d'administration pour mettre en place ces plans d'attribution de performance dans un délai de 38 mois.
Donc ça nous permet de continuer. Donc après, dans l'explication autour de ces résolutions, nous avons bien insisté sur le fait qu'il fallait que les conditions économiques soient remplies, que derrière le niveau de résultat nous permette d'eux. Et après, nous arbitrerons en fonction de différents en fait, plans de rémunération possibles. Mais on est sur des rémunérations à long terme et c'est en fait un plus par rapport aux rémunérations actuelles. Ensuite, nous avons un certain nombre de résolutions qui sont liées à la modification de nos statuts. Nous avons voulu prendre en compte l'attractivité, la loi d'attractivité. Nous avons aussi revu la durée des mandats des administrateurs pour coller en fait à nos pratiques. Les consultations écrites des administrateurs, ça c'est quelque chose maintenant qui est encadré et nous avons voulu en fait l'intégrer dans nos statuts. Et il y a un certain nombre de résolutions, d'articles de nos statuts qui sont revus pour en fait donner une préférence à la réglementation en vigueur plutôt qu'un article de loi vraiment nommé de façon individuelle. Voilà, donc tout ça, ça appellera un certain nombre de résolutions qui sont dans le cadre d'un ordre du jour extraordinaire. Et je vais finir par donc voilà, pour rappel, 7 avril à 17h, et c'est au Musée des Confluences, comme l'année passée, à Lyon. Et nous aurons une réunion aussi pour nos actionnaires, mais ça sera à Paris, mais le 10 avril. Donc celle-là, on n'en fait pas mention, mais elle sera quand même organisée comme chaque année. Et ensuite, je vais finir par le cours de bourse et le dividende. Donc le cours de bourse, effectivement, on voit qu'on donc déjà maintient notre dividende depuis 3 ans à 2,08. Et après, derrière, on vous a indiqué, on compare toujours le cours de bourse avec dividende réinvesti, on le compare au CAC 40, à l'évolution du CAC 40 et à l'évolution du CAC Mid and Small. Et ça nous permet effectivement de voir, même si le cours est très challengé en ce moment et a été très challengé en 2024, nous maintenons en fait un bon niveau de performance. Ça, c'est la diapositive suivante en fait. Ah, mais que je n'ai pas. Si. Voilà, elle arrive. Donc la première, c'était l'évolution du cours avec le dividende. Et derrière, ça vous donne en fait la courbe sur 10 ans qui est en fait accessible sur notre site internet et qui montre effectivement que Thermador Group continue de performer un peu mieux que le CAC 40. Sur une longue période? Sur une longue période de 15 ans. 15 ans, 10 ans. Non, on a mis 10 ans cette année. Non, là, c'est 10 ans. Voilà. Bien, nous avons terminé notre propos, donc on a essayé de faire le plus court possible de manière à vous laisser du temps pour les questions. Il se trouve que vous n'êtes pas très nombreux au niveau de ce premier webinaire, donc vous avez l'occasion de poser des questions, n'hésitez pas. Donc j'en ai une première concernant la différence entre l'évolution du chiffre et l'évolution du nombre de personnes. La question, c'est de savoir pourquoi finalement les effectifs continuent d'augmenter alors que le chiffre diminue. Alors, il est clair que la constitution... Alors, tout d'abord, le chiffre que vous donnez, 3% en 2024, n'est pas tout à fait exact, puisqu'il faut retrancher les 7 personnes qui viennent de la société Alto Metering. Donc, à périmètre constant, l'augmentation, elle n'est que de 2% en nombre de personnes dans le groupe Thermador. Après, la gestion des ressources humaines dans le groupe Thermador, c'est quelque chose qui est progressif, sans à-coups, et ce n'est pas la première fois qu'on a une situation de crise, parce qu'on peut parler quand même d'une crise d'activité dans le groupe Thermador en 2024. Ce n'est pas pour autant qu'on prend des décisions sur les ressources humaines, parce qu'on sait que les personnes sont difficiles à recruter, qu'elles mettent du temps à se former, à être efficaces, et on préfère les garder dans nos effectifs pour être prêtes à repartir. Je reprends aussi un point parce que vous comparez par rapport à 2021. En 2021, on était en totale surchauffe. Nos équipes ont terminé l'année extrêmement fatiguées. Donc les chiffres de 2021 étaient extrêmement flatteurs en termes d'efficience et d'efficacité, mais ce n'était pas tenable dans le temps. C'est pour ça que les années qui ont suivi ont été porteuses de recrutement. Pour autant, ce que vous signalez est tout à fait réel. On a aujourd'hui des difficultés dans un métier aussi simple que la distribution, je dirais, à faire des gains de productivité malgré tous les outils digitaux qu'on peut employer. Alors, une des raisons, c'est la difficulté du marché. Il est beaucoup plus facile d'être productif quand le marché est demandeur.
quand c'est nous qui devons véritablement être offensifs, prendre des parts de marché, mener des actions, la productivité en distribution est moins bonne. Et nous avons également un petit peu de perte de productivité. J'en ai parlé tout à l'heure avec les frais occasionnés sur le développement durable, de la perte de productivité sur la conformité à la réglementation. Voilà les explications qu'on peut donner. Mais votre remarque n'est pas dénuée de fondement et on regarde ça de près puisque le ratio chiffre d'affaires par personne est un ratio qu'on suit à long terme dans le groupe Thermador. Pour l'instant, je n'avais qu'une question sur le webinaire. Est-ce que toi, Patricia, tu en as en anglais? Est-ce qu'il y en a sur le chat? Non. Après, on peut peut-être repréciser parce qu'on a montré l'évolution de notre chiffre d'affaires sur les 10 ans. Effectivement, on a dans ce qui va sous-tendre en fait, cette croissance et cette évolution, nous avons parlé effectivement de la croissance externe. Donc c'est aussi, on a privilégié des dossiers qui sont plus industrie, c'est ce qui transparaît avec ces deux AI. Et puis en fait, il y a cette partie-là et il y a la partie internationale, puisqu'on ne l'a pas mentionné, mais c'est vrai que le chiffre d'affaires à l'international ne progresse pas de façon aussi significative que prévu. Et ça fait partie des sujets sur lesquels en fait, on veut progresser, puisque finalement, le chiffre d'affaires et la tendance de nos résultats, elle est aussi liée à notre dépendance du marché français. Et voilà, donc ça c'est un élément qu'il faut prendre en compte avec notre volonté et ça on l'avait déjà communiqué l'année dernière, on poursuit en fait sur cette volonté-là de donner la priorité à l'international et de rééquilibrer. Après, si on regarde sur nos marchés, on voit effectivement que l'industrie, elle a été plus résiliente que sur le bâtiment. Et ça nous donne finalement raison dans les choix de cibles en croissance externe sur l'année 2024. Alors, j'ai une question sur le chat de Sylvie. Est-ce qu'on envisage une reprise en 2025 du fait de la baisse des taux d'intérêt? Alors, il est clair qu'on regarde le marché du bâtiment avec attention parce que ça impacte une partie significative de l'activité du groupe et des filiales. Actuellement, on voit effectivement, je vous ai montré la courbe tout à l'heure, un début de reprise sur les mises en chantier, ce qui est quand même un bon signal. Et clairement, la baisse des taux, ça devrait pousser de plus en plus les acheteurs à se manifester sur des biens immobiliers. Aujourd'hui, dans les grandes villes françaises, il est entre guillemets plus simple et moins cher d'acheter que de louer. Donc tout ça, je pense que ça va effectivement, dans les mois qui viennent, contribuer à relancer. Alors après, vous me parlez d'une visibilité réduite, entre parenthèses, Ukraine, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que depuis que j'ai commencé à travailler, il y a maintenant quelques années, moi je suis rentré dans le groupe en 99, nous n'avons pas connu une période aussi incertaine au niveau géopolitique. On est dans le flou le plus total. Donc nous, on est sur une société qui vend des matériels de première nécessité, ou on va dire de deuxième nécessité. On a besoin de la circulation des fluides dans le bâtiment, dans l'industrie. Donc on est une société résiliente, mais il ne faut pas se cacher qu'on est en face d'une situation géopolitique extrêmement complexe et incertaine. Donc c'est pour ça que dans la lettre aux actionnaires, la vision qu'on a de l'année 2025, elle est extrêmement prudente en termes d'activité. Et c'est aussi pour ça que sur le premier trimestre 2025, on n'a pas du tout l'ambition de faire mieux que l'année dernière. Je pense qu'on reste dans une tendance négative. Alors on a une question, donc on s'attend à un premier trimestre tendu. Quelle est votre vue à plus moyen terme sur le groupe pour une reprise des niveaux d'activité? Quels sont les premiers signes de début d'année? Les premiers signes de début d'année ne sont pas très bons. On reste un petit peu dans la même ambiance que la fin de l'année dernière. Donc c'est pour ça qu'on est très prudent sur ce début d'année. En revanche, comme je l'ai dit tout à l'heure,
on a quand même, on reste sur nos objectifs long terme. Donc nos objectifs long terme, c'est des périodes de 10 ans de croissance, que ce soit à la fois par du développement organique, hein, création de produits, développement des parts de marché, quand c'est possible, un petit peu de hausse de prix, et également par des projets de croissance externe. Et ça rejoint votre deuxième question. Quand doit-on attendre d'avoir des nouvelles sur les dossiers qui sont regardés à l'international? Alors actuellement, il n'y a plus qu'un seul dossier regardé à l'international. Vous devriez avoir des nouvelles très bientôt. Alors quand je dis très bientôt, ça veut dire que c'est sans doute avant un mois que vous aurez des nouvelles sur ce projet sur lequel on travaille maintenant depuis plusieurs mois et qui est, de notre point de vue, très sûr dans le sens où on a de très très bon espoir de conclure positivement cette acquisition. Après, ce qu'on peut quand même souligner dans la reprise d'activité, c'est ce qu'on avait vu déjà sur décembre. On a une filiale Isocel qui est en fait est dans la fourniture enfin, de composants pour les fabricants de pompes à chaleur et de chaudières. Et c'est vrai que c'est une des activités qui, comme Thermador, avait vraiment marqué le pas en 2024. Et on voit que sur la fin de l'année, même ça continue un peu parce qu'on voit sur début 2025, on voit qu'il y a une reprise de chiffre d'affaires chez Isocel. Donc ça veut dire que mécaniquement, chez les fabricants de pompes à chaleur, on a une reprise qui commence à s'amorcer. Donc ça, c'est quand même un élément positif à souligner. Et après, moi j'ai une question de Rainer, pardon. Pour les produits que vous achetez en Chine, est-ce que vous avez eu des meilleurs prix cette année, en 2024? On a eu mécaniquement des meilleurs prix parce qu'on a eu cette partie, la partie dollar qui nous a été favorable. Effectivement, le fait entre l'Europe et les États-Unis, les Chinois sont peut-être un peu plus confiants, friands, voilà, un peu plus positifs par rapport en fait, à des commandes qui viendraient d'Europe. Donc ça a fait partie. Et comme je le mentionnais en lien avec les marchandises qui sont sur les bateaux, il y a eu des négociations de prix qu'on a voulu arrêter pour pouvoir en fait pouvoir en bénéficier. C'est pour ça qu'il y a eu des commandes importantes qui ont été passées en fin d'année. Donc ça, c'est aussi des éléments à prendre en compte. Après, on a le cours au dollar qui, là, pour l'instant, ne nous est pas favorable. Mais il n'empêche qu'on a quand même notre niveau de stock qui a été acheté l'année dernière avec un effet dollar intéressant. Donc ça va nous permettre quelque part de défendre notre marge sur l'année 2025. Alors, question sur MaPrimeRénov', qu'est-ce qui pourrait permettre à ce mécanisme de reprendre du souffle? C'est simplement la stabilisation de la réglementation. Enfin, on a un budget. Et enfin, les pouvoirs publics ont statué sur la réglementation. Donc on est dans un environnement stable, certes avec un budget plus faible. Il y a eu, comme vous le savez, beaucoup de ménage de fait dans ce métier-là, dans cette filière, parce qu'il y a eu pas mal d'escroqueries. Et donc on repart sur des bases saines pour travailler les sujets de rénovation énergétique. Et nous restons, au travers de notre filiale Thermador, un des acteurs notoires sur la pompe à chaleur et les panneaux solaires thermiques. Donc logiquement, ça devrait repartir de l'avant avec des C2E, les crédits, les certificats d'économie d'énergie qui là aussi, sur l'année 2025, devraient être relativement dynamiques sur un certain nombre de nos produits dans le groupe Thermador. Donc pour l'instant, on n'a pas de signaux dans les chiffres, mais le contexte est plus solide. J'ai une remarque concernant le chiffre d'affaires sur les produits industriels, puisque vous trouvez paradoxal que l'on parle de prise de part de marché alors que le chiffre, vous dites, baisse de 13,5%. C'est le chiffre consolidé qui baisse de 13,5%, et dans le bâtiment, les baisses de chiffres ont été bien supérieures à 13,5%. Dans la lettre aux actionnaires numéro 118, vous retrouvez toutes les sociétés qui travaillent dans le domaine de l'industrie à partir de Sferaco. Donc, Sferaco, Sectoriel, Distrilabo, FG Inox, Safeco et Sodeco sont des sociétés qui travaillent, qui ont en tout cas des produits orientés sur l'industrie. Donc vous voyez que sur ces sociétés-là, elles ont eu des chiffres d'affaires stables ou légèrement en baisse,
comparativement aux autres filiales du groupe. C'est pour ça qu'on parle de résilience sur cette partie industrielle et de prise de part de marché sur un marché qui est, lui, en nette décroissance en France et en Europe. Il y a aussi la déflation qui explique, il faut aussi relativiser. Par exemple, avec Inox, il y a une déflation importante. Il y a une déflation en fait, au niveau des prix de vente, ce qui fait que les moins 4,5%, ça veut pas dire, ça peut traduire en fait, des prises de part de marché en volume. Après, moi, j'ai une question de Claudio De Ranieri. Si on part en se basant sur un scénario d'un chiffre d'affaires stable en 2025, quel pourrait être le niveau de rentabilité opérationnelle et le niveau de génération de cash flow, donc de free cash flow. Et est-ce que vous arriveriez en fait à protéger votre niveau de rentabilité opérationnelle pour atteindre ceux de 2024? Et voilà, donc ça c'est la question c'est est-ce qu'on va être capable de reproduire ce qu'on a reproduit au niveau du cash? Donc ça effectivement, on voit on va avoir, je pense, quelque part en trésorerie un peu une vague, parce que là on a, comme je le disais, on a passé pas mal d'achats et on voit que les ventes, elles vont peut-être tarder à reprendre. Donc ça, on va avoir une mécanique où il va falloir qu'on soit très vigilant sur nos délais règlement clients et sur le montant des stocks, les commandes qu'on va repasser. Ça va être important de bien gérer ça. Alors après, ce qui est en fait important dans l'organisation du groupe, c'est comme nous sommes nous sommes décentralisés, ce sont nos filiales qui décident du niveau des stocks et qui en fait défendent leur marge commerciale et leur marge opérationnelle. Et comme les primes sont calculées en fonction de ce niveau de résultat opérationnel par filiale, chaque en fait, dirigeant regarde son compte de résultat. On a eu les budgets effectivement pour l'année 2025. Il va y avoir, autant en 2024, il y avait eu beaucoup d'efforts sur les frais. Ces efforts vont continuer d'être poursuivis sur l'année 2025 en lien avec le niveau d'activité. J'ajouterais à ce sujet qu'on est aujourd'hui à 213 jours d'achats consommés en stock, comparativement à 187 en fin d'année dernière. Ce qui veut simplement dire qu'on a une petite marge de manœuvre et d'amélioration sur le niveau de stock, encore aujourd'hui. Vous voyez, quand on a un fonds de roulement, ça vous le voyez aussi dans la lettre aux actionnaires, un besoin en fonds de roulement qui est à peu près à 40% du chiffre d'affaires, on sait que dans des années stabilisées, on peut peaufiner tout ça pour arriver à 35-36% de BFR. Donc, en génération de cash, si on travaille bien ce poste stock, sans pour autant être perturbant vis-à-vis de nos fournisseurs, ça peut et de nos clients. Pardon ? Et de nos clients. Et de nos clients, oui, mais nos clients, ça va sans le dire. Voilà, on a une marge de manœuvre ici. Ibrahim nous demande si on conserve notre ambition long terme sur 10 ans. C'est ce que j'ai montré sur la diapositive numéro 20, où on voit qu'on reste quand même dans une perspective depuis 2019 sur un doublement de chiffre tous les 10 ans, environ 7% de croissance. Et il me pose la question de la répartition, merci pour la diapositive, de la répartition entre la croissance organique, la croissance externe et éventuellement un petit peu d'inflation. La croissance organique, dans les métiers du groupe Thermador, en moyenne, on est sur des croissances de l'ordre de 2, 2,5, 3, auxquelles il faut rajouter un petit peu d'inflation. Et donc, par différence, vous voyez quelle ambition on peut avoir sur les acquisitions, mais c'est toujours difficile de programmer ça sur 10 ans. Mais voilà l'image qu'on pourrait s'en faire. Alors, l'équilibre entre l'industrie, le bâtiment et le grand public, si on partage ces activités dans ces trois domaines-là, il n'y a pas d'équilibre idéal. On sait simplement qu'on a plutôt intérêt aujourd'hui à renforcer notre part dans l'industrie. Et pour l'instant, on n'a pas de projet de croissance externe sur des sociétés grand public. On va déjà, au niveau de Audrea, au niveau de Mecafer et de MAC, bien travailler ces trois sociétés de manière à ce qu'elles soient solides et qu'elles puissent affronter ce marché qui est un marché difficile, extrêmement challenging, comme disent les anglo-saxons.
Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus agressif en matière de rachat d'actions ou d'acquisition d'entreprises dans les produits ou des géographies adjacentes? Les achats d'actions, on a lancé l'année dernière un programme sur 30 000 titres. On peut éventuellement confier un nouveau programme d'achat cette année, mais ce n'est pas notre vocation de racheter des actions pour les stocker. Il faut qu'on ait on a décidé d'avoir un petit stock d'actions pour éventuellement alimenter une opération de rémunération long terme. Mais pas que. Mais lorsque le contexte le permettra. Mais je ne pense pas qu'on soit plus agressif que ça sur un rythme de 30 000 par an. Ça me paraît raisonnable au niveau du groupe Thermador. Alors, les acquisitions, oui, alors on pourrait effectivement être beaucoup plus agressif, comme vous dites, mais ce serait une politique beaucoup plus risquée et pas forcément alignée avec notre stratégie. Donc on préfère se poser les questions de savoir est-ce que cette société va vraiment trouver sa place dans le groupe Thermador? Est-ce que des synergies vont être créées? Est-ce qu'elle va se développer? Voilà. Et quel est le niveau de risque? Est-ce qu'on va être en capacité de l'intégrer correctement? Donc il faut se poser toutes ces questions avant d'appuyer sur le bouton et de faire des acquisitions à coût d'endettement. Voilà. Donc on est quand même une société prudente et je dirais de manière générale des dirigeants prudents. Et on a autour de la table des actionnaires prudents. Donc voilà, pour répondre à votre question. Après la partie agressivité, c'est vrai que la plupart du temps, on conserve en fait le management en place des filiales, des sociétés qu'on a rachetées. Donc on est en fait plutôt dans un accompagnement et on travaille en fait sur les développements d'activités. On regarde s'il y a des marques, on regarde s'il y a des synergies fournisseurs, clients. On regarde en fait comment ils travaillent leur marge commerciale. Ça fait partie des critères qu'on regarde vraiment. Et on n'est pas sur une agressivité en fait en essayant de racheter des sociétés qui perdent de l'argent. Parce qu'on voit que dans notre métier, quand vous commencez en fait à accepter de baisser des prix pour aller chercher du volume, de revenir en arrière, c'est très compliqué. Donc on reste dans la distribution, dans les cibles que l'on regarde, plus de l'industrie. L'international, effectivement, c'est aussi un plus. Mais on n'est pas en fait dans cette démarche agressive où on fusionne, on restructure. On a vu Audrea, le fait de fusionner, ça prend du temps, ça prend, il faut reconstruire de l'énergie, des ressources à la fois informatiques, à la fois financières, juridiques. Et derrière, ce qui est aussi important, c'est qu'on met en place... On est sur des valeurs. On a parlé à un moment donné de la qualité de vie, notre baromètre de la qualité de vie et des conditions de travail. C'est important pour nous et ça veut dire qu'il faut qu'on ait management des sociétés qu'on rachète soit en phase avec nous. Donc la partie agressivité ne correspond pas complètement avec ce mode d'intégration. Il est 16h58, donc nous avons parfaitement tenu le timing, et vous également, en vous remerciant de votre attention pour ce webinaire. Bien évidemment, vous le savez, on est toujours à la disposition des investisseurs institutionnels s'ils souhaitent une question particulière ou si quelque chose revient, n'hésitez pas à revenir vers nous. On arrive toujours à trouver le moyen de se parler. En vous remerciant de votre présence, de vos questions. On peut peut-être juste rappeler que les papiers des analystes qui nous suivent seront en fait sur notre site internet. La semaine prochaine. La semaine prochaine, voilà, tout à fait. Voilà, donc n'hésitez pas à les consulter également. Merci pour votre attention. Merci, au revoir.